Bienvenue dans le 20h. Merci d'avoir choisi RTI 1 pour vous informer. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. Le ministre français des Finances en visite de travail en Côte d'Ivoire a échangé avec le président de la République. Le chef de l'État et Michel Sapin ont évoqué notamment le renforcement de la coopération ivoiro-française et la stabilité du franc CFA. Abidjan abrite depuis ce matin la 15e réunion des ministres des Finances de la zone franc. C'est une rencontre pour examiner la situation économique des deux grandes zones et des îles Comores. Plusieurs défis sont à relever, notamment la lutte contre la pauvreté. Dans le grand angle ce soir, nous nous intéresserons à la question de la migration clandestine. Nous verrons comment le gouvernement ivoirien s'est saisi du dossier. Vous entendrez également le témoignage d'anciens migrants ivoiriens. Et enfin en religion, les chrétiens de Côte d'Ivoire, à l'instar de ceux du monde entier, ont commémoré aujourd'hui la passion du Christ. Ils ont mimé le chemin de croix, les différentes étapes de la souffrance de Jésus-Christ jusqu'à sa crucifixion. Commençons par la rencontre entre le président de la République et la ministre ghanéenne de l'Aviation. Elle était porteuse d'un message du président ghanéen, Nana Akufo-Addo, à son homologue ivoirien. On fait le point avec Mama Traoré et Jérôme Kofi Abolé. Au Ghana, le pouvoir a certes changé, mais on accorde toujours un point d'honneur à la coopération avec le voisin ivoirien. Depuis son accession au pouvoir en décembre dernier, le président Nana Akufo-Addo s'y attelle. Ce jeudi, il a envoyé un émissaire auprès de son homologue ivoirien en la personne de la ministre ghanéenne de l'Aviation, Cecilia Abena-Dapa. We came to see Mr. President. Nous sommes venus transmettre une lettre à son Excellence, Monsieur le Président de la République, et ça concerne une visite que le président Nana Akufo-Addo prépare en Côte d'Ivoire très bientôt. Les dates sont toujours en discussion, mais les dates, c'est à partir du 5 au 7 mai, c'est-à-dire le mois prochain. Si elle venait à être effective, cette visite sera la deuxième en 2 ans d'un chef d'État ghanéen en terre ivoirienne, prouvant ainsi la vitalité de la coopération ivoiro-ghanéenne. Et on reste au palais présidentiel où le chef de l'État, Alassane Ouattara, s'est également entretenu avec le ministre français des Finances. Michel Sapin est en visite de travail en Côte d'Ivoire. Au cœur de leurs échanges, le renforcement de la coopération ivoiro-française et la stabilité du franc CFA. Le point de cette rencontre avec Mama Traoré et Jérôme Kofi Abolé. Sur la voie qui mène à l'émergence, le soutien de la France ne fera pas défaut à la Côte d'Ivoire. C'est cet engagement que Michel Sapin, ministre français des Finances, est venu réaffirmer ce jeudi au président Alassane Ouattara. Entre la Côte d'Ivoire et la France, c'est une histoire ancienne, c'est une histoire forte, c'est une histoire aujourd'hui qui se construit sur des bases très solides, en particulier compte tenu de la manière dont la Côte d'Ivoire a retrouvé de la stabilité, la Côte d'Ivoire a retrouvé une capacité de croissance, la Côte d'Ivoire a aujourd'hui, sous votre présidence, une volonté de modernisation. Et c'est tout cela que nous devons, en tant que France, pouvoir accompagner. Il y a bien entendu la nécessité de mettre en œuvre un certain nombre de programmes de stabilité. Vous discutez avec le Fonds monétaire international. La France vous appuie dans ces discussions et sera présente pour permettre une mise en œuvre dans de bonnes conditions de ces programmes qui sont nécessaires, qui sont utiles à la Côte d'Ivoire. Nous avons aussi abordé des sujets très concrets, puisque les entreprises françaises sont présentes ici, qu'elles travaillent bien sûr en souhaitant elles-mêmes faire des affaires, mais elles le font avec la volonté d'aider aussi au développement économique, au développement urbain de votre pays. De la stabilité de la zone franc, il a été également question lors de cette rencontre, surtout que Michel Sapin est à Abidjan pour prendre part à la réunion des ministres de la zone franc. La zone franc, elle n'est pas la zone de la France, elle est la zone de l'Afrique. C'est une monnaie, ce franc CFA, qui appartient aux Africains, et c'est aux Africains de nous faire des propositions s'ils veulent faire des propositions d'évolution. Mais aujourd'hui, c'est une zone de stabilité, c'est une zone de stabilité monétaire, c'est utile au développement de l'ensemble de cette zone et de l'ensemble des pays, et c'est à cette stabilité que la France veut dire de nouveau son attachement. Avec toutes ces perspectives, on peut dire qu'il y a de quoi rassurer sur la stabilité du franc CFA
à l'heure où cette monnaie fait l'objet de nombreuses critiques. Et comme Michel Sapin, le directeur général adjoint du FMI chargé de la région Afrique, est à Abidjan pour la 15e réunion des ministres des Finances de la zone franc. En marge de cette rencontre, il a été reçu par le vice-président Daniel Kablan-Duncan. L'entretien a eu lieu hier. Le responsable du FMI a promis un soutien financier de son institution à la Côte d'Ivoire. On retrouve Mama Traoré et Jérôme Kofi Abolé. Il reste encore à déterminer, mais ce soutien financier du FMI, Fonds monétaire international, a tout l'air d'un acquis pour la Côte d'Ivoire. Présent à Abidjan à la faveur de la réunion des ministres de la zone franc, Dominique Deruel, directeur général adjoint du FMI chargé de la zone Afrique, en a donné l'assurance ce jeudi au vice-président Daniel Kablan-Duncan. L'intérêt de ce soutien financier, particulièrement dans ce moment, c'est au vu des chocs que le pays a subis, en particulier la baisse importante des prix du cacao. Le soutien financier permet d'une certaine manière de lisser l'ajustement à ce choc et d'avoir un ajustement plus souple qui permet d'éviter aucun bris de croissance et donc de garder sur une pente de croissance extrêmement forte. Pour le déblocage de cet appui financier, Dominique Deruel se veut optimiste quant à l'approbation du conseil d'administration de son institution. Un optimisme basé sur le rapport concluant de la dernière mission d'évaluation du programme économique liant les deux parties. La décision du conseil d'administration sera connue en mai prochain. Voilà, la 15e réunion des ministres des Finances de la zone franc est ouverte ce matin à Abidjan. C'est une rencontre qui devrait permettre d'examiner la situation économique des deux grandes zones et des îles Comores. Pour le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly, l'enjeu est important. Plusieurs défis sont à relever à l'issue de la réunion, notamment la lutte contre la pauvreté. Nous allons maintenant écouter le ministre ivoirien de l'économie et des finances, Adama Kone. Globalement, la zone économiquement se porte bien. Alors, vous savez, la zone franc, il y a trois parties. Vous avez la zone UEMOA, vous avez la CEMAC et puis vous avez les Comores. Et chacune de ces zones-là est en croissance économiquement. Les niveaux de croissance ne sont pas les mêmes, mais sont quand même en croissance. Tout mis ensemble, nous avons un taux de croissance positif. C'est pour ça que je dis que l'économie dans ces zones se porte bien. Maintenant, ce sur quoi il faut maintenant travailler, c'est l'inclusivité de ces croissances-là. Faire en sorte que le produit de la croissance soit de plus en plus partagé. Voilà, ajoutez que la zone franc est composée de la France et de 15 pays africains, dont la Côte d'Ivoire, notre pays. Et justement, la Côte d'Ivoire et la France sont deux partenaires. Ils ont signé à la primature 3 conventions de financement dans les domaines de l'électricité, de l'eau potable, de l'assainissement et du drainage. Ces projets vont coûter 117 milliards de francs CFA. La Côte d'Ivoire et la France affichent ainsi leur ambition de renforcer leur coopération, nous explique l'enseignant Bakayoko. L'électricité, l'eau potable, les travaux d'assainissement et de drainage sont les domaines pris en compte par ces 3 conventions. Ces nouveaux prêts, un tournant dans la coopération entre Yamoussoukro et Paris. Cette signature de convention marque la reprise effective des prêts souverains de l'AFD à la Côte d'Ivoire. Ça n'était pas possible jusqu'à présent. Il fallait qu'il y ait un certain nombre de conditions qui soient remplies. Ces conditions aujourd'hui sont remplies. La Côte d'Ivoire a retrouvé cette force et cette stabilité. Elle est reconnue dans le concert international, elle est reconnue pour ses efforts par le Fonds monétaire international et donc nous pouvons reprendre, j'en suis heureux, ces prêts souverains. Le financement apporté au secteur de l'électricité s'élève à 100 milliards de francs CFA. Il va permettre la réhabilitation de la centrale hydroélectrique de Buyo, l'extension des réseaux de distribution dans 12 régions, l'électrification de 350 villages et la réalisation de 130 000 branchements sociaux dans le cadre du programme d'électricité pour tous. Quant au projet eau et assainissement, il est doté d'un montant d'environ 75 milliards de francs CFA. Ce projet consiste à alimenter en eau potable les zones de Gagnoa et de Saint-Fra d'une part et à procéder à l'assainissement et au drainage dans la ville d'Abidjan d'autre part. En dépit des chocs que nous avons subis, donc externes avec le problème du cacao ou internes avec les revendications sociales que nous avons connues, je voudrais vraiment vous donner l'assurance que le gouvernement va poursuivre tous ses efforts de rationalisation des dépenses publiques,
d'optimisation de son potentiel fiscal et de maîtrise donc, du profil donc, de sa dette. De 2011 à 2016, le volume global des échanges entre la France et la Côte d'Ivoire est passé de 680 milliards à plus de 1000 milliards de francs CFA. C'est la fin de l'aventure pour plus de 150 émigrés clandestins ivoiriens retenus à Tripoli en Libye. Ils sont de retour à Abidjan depuis hier. Ces ex-émigrés ont été accueillis par le ministre de l'Intégration et des Ivoiriens de l'extérieur, ainsi que par des responsables de l'Organisation internationale pour la migration. Ce sont des jeunes, des mineurs, mais aussi des femmes. Et ces femmes sont au nombre de 11 et ces personnes ont vécu dans des conditions inhumaines. C'est le sujet du grand angle que nous propose ce soir Gabriel Zani. Retour à la case départ pour ces jeunes Ivoiriens après avoir tenté l'aventure de l'émigration clandestine. Enfin, c'est la fin du calvaire. Je ne savais pas qu'il allait quitter en Libye pour venir ici encore. Je ne savais pas. Je n'ai pas vu l'eau dans mon visage, mais c'est qu'elle vit. C'est au total 156 jeunes Ivoiriens, dont 13 mineurs et 11 femmes, qui sont rapatriés à Abidjan. Pour ces jeunes, l'aventure à Tripoli, en Libye, a viré à l'esclavage. Les policiers qui partent, vous laissez là où ils vous laissent, parce qu'ils ont les personnes qui vous reçoivent là-bas, on les appelle les coxeurs. Vous êtes logés dans les foyers. À un moment donné, les mêmes policiers là maintenant, ils viennent maintenant vous prendre là-bas. Ils nous vendent au Asma Boy. Le désenchantement est encore visible sur les visages. Chacun des jeunes ici doit son salut à des structures spécialisées qui recueillent les Ivoiriens et les mettent à la disposition de l'Organisation internationale pour les migrations, qui assure leur rapatriement à Abidjan. OIM a regroupé tous les migrants et on a assuré le transport de ces personnes jusqu'en Côte d'Ivoire ici. Après cette phase, les mineurs qui ont été identifiés, ils vont bénéficier d'un appui au niveau de la réintégration. Chaque émigré clandestin a sa propre histoire, mais tous ont en commun des conditions difficiles de vie en Libye. Des conditions que déplore le ministre Ali Koulibaly, qui assure d'ailleurs que le gouvernement a pris à bras le corps la question de la migration clandestine. Tant qu'il y aura des compatriotes ivoiriens qui seraient en situation de vulnérabilité extrême, nous sommes tenus en tant que gouvernement de faciliter leur retour. Et nous sommes disposés, comme je l'ai dit tout à l'heure, à coopérer avec l'Union européenne pour que nos jeunes qui ont été tentés par l'aventure puissent retourner dans leur pays. Le jeudi 13 avril, en Conseil des ministres, le gouvernement a pris des mesures dans ce sens. Parmi ces dispositions, le renforcement des moyens de répression et de détection des réseaux de passeurs et l'établissement d'un cadre technique de coopération entre l'Italie et la Côte d'Ivoire. De 13 000 Ivoiriens présumés émigrés sur les côtes italiennes recensés par l'ambassade d'Italie en Côte d'Ivoire, seulement 2 000 ont été formellement identifiés par le gouvernement ivoirien. 351 émigrés sont rentrés à Abidjan de 2016 à ce jour. Et justement, il y a environ 2 semaines, une première vague d'Ivoiriens entrés de Libye à l'initiative du gouvernement. De leur témoignage, il ressort que l'Eldorado, ce n'est pas forcément ailleurs. Leurs rêves se sont brisés sur ce chemin qui visiblement les a conduits en enfer. De retour de l'enfer libyen, c'est l'autre sujet du grand angle que nous propose Alexis Ouedraogo, suivant ensemble le témoignage poignant et émouvant de ces ex-émigrés. Depuis moins de 2 semaines, elles sont à Abidjan, après plus de 3 mois passés en prison en Libye. Elles réapprennent, elles et leurs nourrissons, à vivre. Si elles acceptent aujourd'hui de raconter face à nos caméras l'enfer vécu, elles posent une condition, que jamais ne soit dévoilé leur visage. On l'appellera Nadine, celle qui nous reçoit. De bonne heure ce lundi, elle s'affaire en cuisine pour recevoir ses compagnons d'infortune. Parmi elles, Ida, 26 ans, mère de 2 enfants. Son rêve était de rejoindre une amie en Italie. Rassemblant toutes ses économies, environ 2 millions de francs CFA, Ida prend en 2016 la route pour la Libye. Dans mes petites économies, j'ai appris que les gars traversaient pour aller sur l'eau en Italie. J'ai dit bon,
je vais prendre mon argent pour traverser, pour aller en Italie. Puisque j'ai une cousine là-bas, elle, je l'ai appelée pour dire, ah, si je venais, est-ce qu'elle va me chercher? Elle m'a dit, il n'y a pas de problème, elle va me chercher. Donc, depuis ça, je suis allée, je suis passée par le, comment on appelle, Burkina, Niger, pour aller sur Tripoli, en voiture. Une fois en Libye, Ida découvre l'horreur de la traversée pour l'Europe. À chaque fois, il y a des morts, à chaque fois, il y a des morts. Moi, je ne pensais pas que c'était un truc comme ça. Pour moi, c'est un truc bien, tu es dedans, tu t'en vas sur l'Italie. Il m'a dit non, hein, c'est pas comme ça. Un matin qu'Ida est à Tripoli, elle et d'autres Africains sont arrêtés. Avec elle, ses nouvelles amies, elles découvrent ensemble l'horreur de la prison. Nous, on dit on souffre, mais pour les garçons, c'est grave. Les garçons, même, c'est grave. On les fouette. On les frappe. Matin dans la nuit, on baisse l'eau. Comme notre prison sur la côte, on a le temps de regarder. En regardant, mais quand on te voit, mais on vient te frapper. On les roule comme ça, on verse l'eau, on les fouette avec les tuyaux pour rien. La maladie, la douleur, la faim, la soif, la mort, l'humiliation. Ida et ses amis les ont connus durant ces 3 mois. Leur salut viendra de l'ambassade de Côte d'Ivoire dans le pays. Informés de l'existence de ces camps de détention, ils se mettent à la recherche d'Ivoiriens. Un jour, on était là, on dit que l'ambassade de Côte d'Ivoire est venue. Et M. Daouda Soumaoro, on est venu voir le monsieur, il dit tonton, ils sont venus nous arrêter. Le monsieur dit on n'a qu'à dire Dieu merci. Que lui-même il est venu nous voir, on est vivants, qu'on n'a qu'à dire Dieu merci. Donc, il n'a rien dit qu'on va faire votre papier le plus vite possible. Là, vous allez rentrer chez vous. Et vous étiez combien? On était beaucoup. En mars dernier, ils sont 151 à avoir été rapatriés en Côte d'Ivoire. Quelques enfants en bas âge, des mères de famille, des jeunes, les plus nombreux. Ida voulait rejoindre clandestinement l'Europe. Nadine et Eliane, elles, retrouvaient leur époux, employé au noir à Tripoli. Mais l'enfer était au rendez-vous. Voilà, l'Eldorado, ce n'est pas forcément ailleurs. Ajoutez également que depuis le début de l'année 2017, l'Organisation internationale pour les migrations a enregistré au moins 590 morts et disparus au large de la Libye. Le Conseil des ministres d'hier jeudi a pris d'importantes décisions au niveau de la justice. Il s'agit de 2 projets de loi. Le premier autorise le président de la République à ratifier le protocole des Nations Unies contre le trafic illicite de migrants. Le second modifie le code de procédure civile, commerciale et administrative. On en sait plus avec Jérôme Kofi Aboulé. L'État ivoirien très préoccupé par les activités criminelles transnationales organisées. Par conséquent, il entend s'associer aux autres États pour mener la lutte contre ces crimes. C'est ce qui explique le projet de loi pris en Conseil des ministres ce jeudi, autorisant le président de la République, Alassane Ouattara, à ratifier le protocole contre le trafic illicite de migrants des Nations Unies. Lequel protocole est censé combattre de la manière la plus efficace la criminalité transnationale organisée et favoriser ainsi la coopération en ce sens entre les pays. Le protocole contre le trafic illicite de migrants vise à prévenir et à combattre plus spécifiquement le trafic illicite de migrants, à promouvoir la coopération entre les pays et à protéger les droits des migrants victimes de ce trafic. La ratification de ce protocole permettra à notre pays, de concert avec les autres pays dans le monde, de lutter plus efficacement contre les activités criminelles transnationales organisées et de contenir leurs conséquences néfastes sur la sécurité des populations et sur l'économie des États. Un autre projet de loi pris toujours au titre du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Le deuxième et le dernier au cours de ce conseil et portant cette fois modification du Code de procédure civile, commerciale et administrative. Il en ressort que le tribunal saisi d'une affaire a un délai de 6 mois pour prendre sa décision. Ce projet de loi modifie les articles 140 et 181 du Code de procédure civile, commerciale et administrative dans le but de raccourcir les délais des décisions de justice ainsi que les délais d'exécution de ces décisions. L'objectif étant ici d'améliorer le mieux possible le règlement des litiges
dans un contexte que nous savons tous de croissance économique et dans un contexte également où la volonté est forte du gouvernement d'améliorer l'environnement des affaires. Ainsi, le dispositif impartit désormais au tribunal en charge d'une procédure, qu'elle soit civile, commerciale ou administrative, un délai de 6 mois pour faire connaître sa décision sur une affaire portée à sa connaissance. Ce délai peut être exceptionnellement prorogé d'1 mois par une ordonnance du président du tribunal. Aussi, le Conseil a-t-il adopté une communication relative au bilan du suivi des indicateurs à fin décembre 2016 pour ce qui est du MCC, c'est-à-dire le Millennium Challenge Corporation. Un bilan positif qui, selon le porte-parole du gouvernement, résulte de la mise en œuvre de réformes et d'actions vigoureuses conformément à la politique du président de la République, Alassane Ouattara, surtout dans le domaine de la bonne gouvernance. L'évolution des performances de notre pays au titre du MCC à fin décembre 2016 indique un bilan globalement positif, avec 14 indicateurs en vert. Et en 2016, nous en étions à 13, donc 13 indicateurs au vert, sur un total de 20. Cela a permis à la Côte d'Ivoire d'être éligible au threshold. Il s'agit désormais donc de travailler pour atteindre le niveau compact qui permettra à la Côte d'Ivoire, à notre pays, de bénéficier de ressources importantes de la part des États-Unis d'Amérique, ressources susceptibles d'accompagner le développement de notre pays. Enfin, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie 2017, le Conseil a instruit l'ensemble des ministres concernés en vue des dispositions nécessaires. À noter que la mise en œuvre de la stratégie 2017 vise à obtenir 17 indicateurs validés sur 20. Voilà, comme vous l'avez entendu, le gouvernement a adopté un projet de loi portant modification du Code de procédure civile, commerciale et administrative. Ce projet autorise désormais le tribunal à faire connaître sa décision dans un délai de 6 mois sur une affaire portée à sa connaissance. L'objectif est clair, mettre fin à la lenteur dans les procédures. On en sait plus avec Abou Sanogo. La décision est la bienvenue. Parce que généralement, les dossiers au niveau des tribunaux, ça prend énormément de temps et ça engendre beaucoup de dépenses parce que les allers-retours font que les gens dépensent énormément. Et ils approuvent le projet de loi adopté par le gouvernement en son conseil de ministres ce jeudi 13 avril et qui modifie le code de procédure civile, commerciale et administrative. Le dispositif impartit désormais au tribunal en charge d'une procédure, qu'elle soit civile, commerciale et administrative, un délai de 6 mois pour faire connaître sa décision sur une affaire portée à sa connaissance. C'est une décision vraiment salutaire parce que je crois que le fait de rendre la justice en moins de 6 mois permettra à corriger un peu l'injustice. Il faudrait que dans un délai raisonnable, au moins que les individus soient situés sur leur sort et que ceux qui sont pas coupables aussi soient libérés, les coupables aussi puissent piger leur peine. Quelqu'un qu'on arrête, on l'enferme 10 ans, 15 ans avant de le juger. Bon, il peut mourir là-bas. Peut-être que même n'était pas fautif qu'il a été arrêté. Quand le juge a dit non, il est non coupable. On il a déjà fait 10 ans. Ce projet de loi modifie les articles 140 et 181 du Code de procédure civile, commerciale et administrative. Ce dans le but de raccourcir le délai de décision de justice ainsi que les délais d'exécution de ces décisions. Cette décision est tout à fait juste, étant donné que les différentes familles, soit toutes les familles qui ont les moyens, et quand c'est jusqu'à au-delà de 1 an, 3 ans, il y a des familles qui n'ont pas l'argent pour pouvoir payer tous ces frais-là et qui finissent par abandonner. Je suis très bien content de cette décision prise par le gouvernement parce que, bon, un dossier qui traîne plusieurs mois, qui ne sont pas en 6 mois réglés, ça c'est une bonne chose à féliciter en fait. L'objectif de ce projet, selon le porte-parole du gouvernement Bruno Nabagné-Koné, est d'améliorer le règlement des litiges dans un contexte de croissance économique et d'amélioration de l'environnement des affaires. Le projet de loi modifiant le code de procédure civile, commerciale et administrative sera bientôt présenté à l'Assemblée nationale. Et toujours dans l'actualité judiciaire en Côte d'Ivoire, la cour d'assises d'Abidjan a condamné hier à des peines de 6 à 20 ans de prison les principaux accusés dans l'affaire des disparus du Novotel. Parmi eux figure le général Doboblé, l'ancien chef de la garde républicaine ivoirienne, a écopé de 18 ans de prison. Le reportage de Maïsako.
18 ans de prison pour le général Doboblé Bruno. C'est le verdict de la cour d'assises dans l'affaire des disparus du Novotel. Le commissaire Osé Logué, présenté par l'accusation comme celui ayant achevé l'un des 2 Français enlevés, a écopé de 20 ans de prison. Les 2 adjoints du général, les colonels Jean Abi et Léopold Okoumodi, ont eux été condamnés à 18 ans de prison. 2 membres du commando ont respectivement écopé de peines de 10 et 6 ans de prison, alors que les 4 autres accusés ont été acquittés. Un verdict difficile à accepter par la défense. On a eu un échec de la procédure d'instruction et même de la cour d'assises parce qu'au jour d'aujourd'hui, après le délibéré, nous ne savons toujours pas qui les a tués et comment ils ont été tués. Si pour l'accusation et la partie civile, justice a été rendue, le deuil des familles des victimes peut enfin s'achever. Pour les victimes, ce verdict équivaut à une pierre tombale. Ils ne savent pas où est le corps, ils ne pourront pas se recueillir sur un endroit symbolique, mais ils auront ce verdict qui leur permettra maintenant de pouvoir complètement achever ce travail de deuil et de regarder devant. La défense a indiqué jeudi qu'elle comptait se pourvoir en cassation. Le 4 avril 2011, au plus fort de la crise au poste électoral, 4 personnes ont été enlevées et assassinées. Il s'agit du Français Stéphane France Diripel, son compatriote Yves Lamblin, directeur général du CIFCA, le plus grand groupe agro-industriel ivoirien, l'assistant béninois de celui-ci, Raoul Adeossi, et le Malaisien Chelia Pandian, directeur général d'une filiale du CIFCA. On ouvre le chapitre religion à présent. Les chrétiens de Côte d'Ivoire, à l'instar de ceux du monde entier, ont commémoré aujourd'hui la Passion du Christ. Ils ont mimé le chemin de croix, les différentes étapes de la souffrance de Jésus-Christ. Cet événement représente l'avant-dernière étape de la Semaine Sainte qui a démarré, je rappelle, le 9 avril dernier et qui s'achèvera dimanche prochain par la fête de Pâques ou la résurrection de Jésus-Christ. Fidèle aîné, Franck Quadio. Cet espace à la Cité des Arts à Cocody pour lancer la procession Christ livré et crucifié à la croix de Golgotha. 14 étapes exprimées par le chemin de croix. Les fidèles catholiques de la paroisse à Saint-Albert-le-Grand veulent ainsi, par cette action symbole, renouveler leur foi. Nous voulons communier avec notre Seigneur, lui dire en quelque sorte merci. Merci pour ce salut. Merci pour avoir parcouru ce chemin. Que ce chemin aussi soit notre chemin. Le lavement des pieds, l'abaissement, l'humilité. Et deuxièmement, Jésus qui meurt sur la croix le vendredi nous donne l'exemple d'aimer notre prochain. Le cheminement vers la crucifixion et la résurrection, puis la vénération de la croix, autant de moments forts. Pour les chrétiens méthodistes, la passion du Christ qui accepte de mourir pour l'humanité est le socle de la foi chrétienne. Moi, le vendredi saint est le commencement de ma foi. Nous faisons le chemin de croix pour dire au monde entier, ce jour-là, voici le chemin que Christ a parcouru pour aller à Golgotha, pour être sacrifié, pour que son sang qui a été versé à Golgotha, ce sang soit pour la rémission des péchés du monde entier. Chez les haristes, la procession de la Passion se déroule à l'intérieur du temple, à la mission Temple de Noé. De Yopougon-Yangon ont pris en mémoire de Jésus-Christ qui s'est donné en sacrifice pour le salut de l'humanité. Nous sommes tous en noir pour marquer l'événement. Chacun doit faire un effort, doit s'inspirer de la parole du Christ pour pardonner, comme le Christ a pardonné à tous ses ennemis. Le parcours du Christ jusqu'à sa victoire sur la mort, l'essence même de la Pâque pleinement vécue par toutes les communautés religieuses. Et la victoire de Christ sera célébrée dimanche prochain. Ce sera donc la fête de Pâques. Et justement, à quelques heures de cette fête, les gares routières ne désemplissent pas. Les principales gares routières d'Abidjan ont été prises d'assaut aujourd'hui même par des milliers de voyageurs, essentiellement issus du groupe Baoulé. Ils vont fêter ce qu'ils disent Pakinou. On voit cela avec Ami Sissoko. Plus que quelques heures pour célébrer la fête de Pâques. Chez le peuple baoulé, cette fête chrétienne a une connotation festive au point de prendre l'appellation de Pakinou. Une occasion qui nécessite le déplacement massif de populations vers l'intérieur du pays. À 2 jours de cet événement, les gares routières sont encore bondées de monde et les cars se font rares. Tout le monde veut voyager en même temps. Donc du coup, quelles que soient les prédispositions qu'on prend, on ne peut que subir parce que les gens quittent toutes les contrées et convergent vers le Baoulé, le centre. La fréquence des départs, ça tourne autour de 8 départs par jour.
Aujourd'hui, spécialement, on peut facilement aller à 25, 26 départs. Fatigue, inquiétude, découragement ou patience se lisent sur les visages des passagers. Mais ils gardent espoir. Pour le moment, il n'y a pas de voiture, mais on est sûr et certain que je vais arriver. Voilà, j'ai la foi. Avec Dieu, tout est possible. À côté de ceux qui se ruent vers les gares, il y a ceux qui vont en convoi. Là encore, on n'est pas à l'abri des difficultés. L'exemple à la place Figayo de Yopougon, une gare routière de circonstance qui accueille plusieurs convois. Tout le monde n'a pas la chance de partir à temps. Les plus chanceux laissent éclater leur joie. Pakinou, une affaire de plus en plus nationale, comme l'attestent ces jeunes gourous en convoi pour Paoufla, sous-préfecture des Yeux-Noula. Même si les cas se font rares, les passagers, eux, sont optimistes. Selon eux, quelle que soit l'heure de leur départ, ils ne manqueront surtout pas Pakinou. Surtout prudence sur les routes en cette période pascale. Fin de ce 20h, vous l'avez compris. Merci à vous tous de votre aimable attention. À demain, à la même heure.